Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet absolument fascinant. On va découvrir comment une nation entière repense son avenir et utilise une ingénierie de pointe pour surmonter l'une des pires crises climatiques de notre époque. Le stress hydrique, ce n'est plus juste de la théorie sur le papier, c'est hyper concret. Mais au lieu de baisser les bras, le Maroc a mis sur pied un véritable plan de survie high-tech. Il faut vraiment s'y intéresser, parce que les solutions qu'on va explorer aujourd'hui relèvent presque de la science-fiction, et pourtant elles sont déjà en place. Allez, c'est parti. Au programme de cette présentation, on a d'abord la crise de l'eau, ensuite comment optimiser ce qu'on a déjà, les technologies spatiales et l'IA, le dessalement massif, et enfin une véritable révolution industrielle de l'eau. L'idée, ce n'est pas de faire un cours déprimant sur la sécheresse, c'est vraiment de voir une série de solutions dynamiques et ultra ingénieuses. Première partie, donc, la crise sévère de l'eau. Pour construire l'avenir, il faut d'abord regarder la réalité en face. Et franchement, le déficit en eau à cause du climat, ce n'est plus juste une vague anomalie estivale, c'est un problème structurel profond qui redessine complètement l'économie et la société marocaine. Ce qui nous amène à nous poser une question super importante. Qu'est-ce qui se passe quand le filet de sécurité en eau d'un pays s'assèche complètement ? On ne parle pas juste du fait d'avoir de l'eau au robinet à la maison, là. On parle de la sécurité nationale tout entière, de l'agriculture à l'industrie qui soudainement vacille. L'eau, c'est littéralement le moteur invisible d'une nation. Prenons un chiffre qui fait réfléchir. 3000. Historiquement, les grands secteurs agricoles pouvaient compter sur une abondance incroyable, environ 10 000 mètres cubes d'eau par hectare. Aujourd'hui, ça a complètement chuté. Dans certaines zones gravement touchées, c'est carrément zéro. Mais en moyenne, l'allocation est drastiquement réduite pour tourner autour de ce chiffre de 3000 mètres cubes. C'est une vraie claque. Et ça oblige tout un secteur à se réinventer de A à Z. Et le pire, c'est que le fameux plan B invisible, les nappes phréatiques, est dans le rouge vif. À cause d'une surexploitation massive, le niveau de l'eau s'effondre, avec des baisses qui atteignent parfois 60 mètres. Chaque année, on pompe plus de 1,1 milliard de mètres cubes. C'est bien plus vite que ce que la nature peut renouveler. Notre réserve de secours est littéralement en train de disparaître sous nos pieds. Allez, on passe à la deuxième étape, optimiser ce qu'on a. Parce qu'avant même de bâtir des infrastructures gigantesques pour le futur, il faut déjà colmater les fuites actuelles et stabiliser le système. Ce paradoxe géographique illustre parfaitement le défi majeur. En gros, on a le nord qui reçoit encore de la pluie et possède des réserves de surface plutôt confortables face au sud et à l'est qui sont arides et frappés de plein fouet par un stress hydrique aigu. La seule solution pour corriger cette injustice naturelle, c'est de construire de gigantesques autoroutes de l'eau, des pipelines immenses et très coûteux pour transférer l'excédent vers les terres assoiffées. Mais bon, transporter l'eau sur des centaines de kilomètres, c'est bien. Arrêter de la gaspiller bêtement, c'est encore mieux. Aujourd'hui, les réseaux urbains sont efficaces à 77,6%. Ça veut dire que près d'un quart de l'eau potable fuit dans les tuyaux avant même d'arriver au robinet. L'effort national, c'est d'investir des milliards pour réparer ces fuites, atteindre 80% d'efficacité d'ici 2030 et s'y maintenir. Gagner ne serait-ce qu'un petit pourcent d'efficacité demande un effort titanesque, mais c'est absolument vital. Ce qui saute aux yeux quand on analyse notre mix actuel sur ce graphique, c'est son extrême fragilité. On a 70% d'eau de surface, 27% d'eau souterraine et un tout petit 3% de dessalement. Bref, le système dépend presque à 100% de la pluie et des réserves naturelles qui sont justement massacrées par le changement climatique. Le message est clair, il faut d'urgence diversifier tout ça pour ne plus dépendre de la météo. Et c'est là que l'histoire devient vraiment captivante. Section 3, les technologies spatiales et l'IA. Parce que pour protéger l'eau sur Terre, eh bien la bataille se joue maintenant depuis l'espace. Fini l'agriculture à l'ancienne. Des projets novateurs comme Irisat ou Tiger utilisent carrément des satellites pour gérer l'eau. Ces outils spatiaux cartographient les zones humides au millimètre près, surveillent l'humidité des sols en temps réel, calculent les besoins exacts des plantes et bim, déclenchent une irrigation au goutte à goutte ultra ciblée. On est passé de l'arrosage au pifomètre à de la pure science des données. L'impact direct sur le terrain, il est saisissant. Grâce aux données spatiales, on a réduit les coûts de prospection pour les nouvelles sources d'eau de près de 50%. Et on peut suivre l'évolution de la sécheresse mois par mois avec une précision chirurgicale. Les décideurs ne naviguent plus à l'aveugle, ils ont enfin des informations scientifiques en temps réel. C'est un vrai super pouvoir. Quatrième point, le dessalement et les eaux usées. Avec le manque de précipitations, on est obligé de se tourner vers l'océan. Ce n'est plus une simple alternative, c'est devenu une question de survie. Regardons un peu comment cette stratégie décolle. Les chiffres donnent le tournis. On passe d'un volume de 200 millions de mètres cubes en 2024 à un objectif hallucinant de 1300 millions d'ici 2030.
une croissance totalement exponentielle en à peine 6 ans. Toute la côte atlantique et méditerranéenne va accueillir des usines de production d'eau douce à très grande échelle. Mais bon, il y a un gros bémol environnemental. Produire 1,3 milliard de mètres cubes d'eau douce, ça veut dire générer environ 2 milliards de mètres cubes de saumure, un liquide ultra concentré en sel qui est un vrai poison pour les écosystèmes marins. C'est là qu'intervient le fameux ZLD ou zéro rejet liquide. C'est une technologie de pointe, certes coûteuse, mais indispensable qui garantit qu'on récupère un maximum d'eau sans rejeter une seule goutte de saumure toxique dans la mer. En clair, la solution ne doit pas créer un nouveau désastre écologique. En plus de ça, il y a un défi logistique énorme, un peu dans l'ombre. Prenez l'usine d'Agadir, c'est 25 000 membranes de filtration. Celle de Casablanca, 45 000. Le truc, c'est que ces énormes filtres géants ne durent qu'environ 5 ans. C'est un vrai casse-tête à imaginer. Qu'est-ce qu'on fait de ces dizaines de milliers de tubes périmés? Il va falloir inventer une filière de recyclage massive et ultra rapide. Et puis, il y a le nerf de la guerre, l'énergie. Séparer le sel de l'eau de mer, ça pompe une quantité d'électricité faramineuse. La seule et unique façon de rendre ça durable, c'est de coupler cette stratégie avec les énergies renouvelables. Le soleil et le vent du pays vont littéralement devenir la clé de la survie hydrique. Désormais, l'eau et l'énergie, c'est le même combat. Allez, on arrive à notre dernière partie, la révolution industrielle de l'eau. On va observer un succès grandeur nature qui prouve de manière indéniable que tout ce grand plan fonctionne vraiment. Jetons un œil sur la trajectoire fulgurante du groupe OCP, un géant mondial des phosphates. En 2010, seulement 3% de leur eau provenait de sources non conventionnelles. En 2021, boum, on passe à 31%. Et la consécration totale en 2024, 100%. C'est incroyable. En un temps record, cette méga-industrie s'est complètement déconnectée du réseau d'eau douce de la population. Le secret de ce succès? Une stratégie hyper intelligente en 3 actes. D'abord, ils ont construit un slurry pipeline qui transporte le phosphate sous forme de boue, ce qui permet d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau par an à lui tout seul. Ensuite, ils se sont mis à traiter et réutiliser les eaux usées des villes autour des mines. Et pour finir, un déploiement massif de dessalement localisé. En combinant tout ça, l'industrie laisse des millions de mètres cubes d'eau douce aux citoyens. Cette citation résume parfaitement l'ampleur de l'exploit. C'est une vraie première mondiale. Un complexe industriel tentaculaire de la taille de Jorflasfar qui tourne uniquement à 100% à l'eau non conventionnelle. Voir une industrie de cette taille pivoter aussi vite, c'est rarissime. Et surtout, c'est la preuve irréfutable que ce plan de survie, ce ne sont pas juste des promesses en l'air, c'est de l'action pure. Alors qu'on subit tous les chocs du changement climatique qui redessinent les règles du jeu, ça nous laisse avec une vraie réflexion. Est-ce que ce modèle, avec son IA, ses données spatiales et son ingénierie de pointe, ne serait pas le nouveau manuel de survie mondiale? Une chose est certaine, maîtriser l'eau est le plus grand défi de notre siècle et l'innovation reste notre meilleur allié. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse, restons curieux et on se retrouve très vite pour décrypter d'autres enjeux passionnants de notre monde.